Bien, analyse du conflit israélo-palestinien, l'échec d'une politique sioniste de la part d'Israël soutenue par son allié Washington. Vous savez, aujourd'hui, la région du Moyen-Orient est en proie à des crises multiformes qui aujourd'hui opposent l'État l'État d'Israël, soutenu par le mouvement sioniste depuis les États-Unis, l'État à la Palestine. Et donc, fort de cette réalité-là, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la guerre qui est menée par Israël au niveau de la bande de Gaza, l'on voudrait nous amener à faire comprendre que cette crise a commencé avec les attaques du samedi 7 octobre 2023 qui a vu la mort de milliers d'Israéliens par les combattants du Hamas. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Déjà, pour comprendre ce problème, il ne faut pas justement se limiter à la seule date du samedi 7 octobre. Il faut remonter dans les temps anciens. Il faut rappeler que ce problème aujourd'hui commence avec la naissance de l'État d'Israël, avec la création de l'État d'Israël. Pour comprendre justement ce conflit israélo-palestinien, il est impératif déjà de questionner l'histoire. À travers l'histoire, il faut questionner justement la création de l'État d'Israël, dont l'un des plus grands idéologues se trouve être le juif viennois, la personne de Theodor Herzl, qui dans un manifeste théorise justement la création et la naissance de l'État d'Israël. Et à cette époque, son discours trouve écho auprès des juifs tsaristes qui vivaient une certaine marginalisation de ce côté-là, ce qu'on a appelé la période des pogroms. Et au début des années 1880, les premiers juifs venus justement de l'Empire du Tsar arrivent en Palestine. Et c'est comme ça que au début, ou alors au milieu des années 1900, précisément en 1948, l'État d'Israël voit le jour à travers la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël par David Ben Gourion. Il faut dire qu'à cette époque-là, le peuple palestinien vit sa première déportation, ce qu'on a appelé de ce côté-là la Nakba, pour ainsi qualifier la date de création de l'État d'Israël. La Nakba veut dire en français la catastrophe, parce que la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël en 1948 par David Ben Gourion, on a assisté à la déportation de pratiquement 750 000 Palestiniens. C'est-à-dire qu'à la suite de la naissance de l'État d'Israël, il y a 750 000 Palestiniens qui ont dû quitter leur foyer, quitter leur territoire pour justement trouver refuge ailleurs. D'où justement la qualification de cette date de Nakba par le peuple palestinien qui en réalité qualifie ou alors veut dire catastrophe. Et donc, quand on a fini de le dire, il faut dire qu'après ça, ça n'est suivi une guerre israélo-arabe qui a opposé justement Israël avec un certain nombre d'organisations paramilitaires palestiniennes. Il faut dire également que ces organisations paramilitaires palestiniennes soutenues par un certain nombre de puissances du monde arabo-musulman à cette époque, principalement l'Égypte, n'a véritablement pas pu renverser la situation. Par la suite également, on a observé bien d'autres guerres. Il y a la guerre du Kippour. Vous avez également les guerres de l'intifada dans les années 2000. On a eu l'intifada 1, l'intifada 2. Avant d'arriver à la date du samedi 7 octobre, qui a vu justement l'attaque des commandos du Hamas contre l'État d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire très clairement? Ce qu'il faut dire très clairement, c'est que la ville de Gaza, c'est-à-dire que le territoire palestinien qu'on appelle Gaza est un territoire qui fait à peine 400 kilomètres. On parle de 367 kilomètres qui regroupe pratiquement 2,3 millions d'habitants. On parle de la plus grande densité au monde, un peu près de 4 000 habitants au kilomètre carré.
Et donc aujourd'hui, les populations de Gaza vivent dans ce que l'ancien président français Jacques Chirac appelait une prison à ciel ouvert. Il faut rappeler que lors de sa dernière visite en Palestine, où il a visité la bande de Gaza, Jacques Chirac a été l'un des présidents français les plus critiques à l'égard de l'État d'Israël parce que celui-ci accusait Israël de pratiquer une forme d'apartheid contre le peuple palestinien, précisément dans l'enclave de Gaza. Gaza aujourd'hui est une prison à ciel ouvert. Il faut dire par exemple sur le cas de Jacques Chirac, qui était l'un des présidents les plus critiques à l'égard de l'État d'Israël, justement pour cette politique sioniste. Parce qu'il faut dire que non seulement les conditions de vie à l'intérieur de l'enclave de Gaza sont d'un niveau de barbarie. Il faut dire que les populations de Gaza n'ont accès ni à l'eau ni à l'électricité parce que tout cela ne dépend que du bon vouloir de l'État d'Israël. Et les populations de Gaza ne peuvent sortir de l'enclave sans l'autorisation de l'armée israélienne, c'est-à-dire de Tzahal. Vous avez des territoires appartenant à la Palestine qui, au quotidien, sont grappillés par l'État d'Israël qui multiplie sa politique sioniste avec la construction des kibbutz, c'est-à-dire des petits villages de colonies juives sur les territoires palestiniens où des Palestiniens sont expropriés de leurs terres. Vous avez également le régime, comme je le disais tantôt, ce régime d'apartheid qui est fait par l'État d'Israël contre les populations de Gaza. Vous avez une multiplicité comme ça d'injustices à l'égard de ce peuple-là qui a radicalisé, si on peut le dire ainsi, les populations dans l'enclave de Gaza. Et cette radicalisation a conduit à l'émergence d'organisations islamistes assez puissantes, telles que le Hamas. Il faut dire que les élections de 2007 du côté de la Palestine ont été remportées par le Hamas, mais Israël, ne voulant pas justement de cette organisation comme intermédiaire du côté de la Palestine, a jugé utile de laisser le pouvoir entre les mains de Mahmoud Abbas et de sa formation politique, le Fatah. Et donc aujourd'hui, le Hamas a grandi en puissance, qui, il faut le dire, la force aujourd'hui du Hamas provient justement de cette politique ségrégationniste de l'État d'Israël à l'endroit des populations de Gaza, qui ont renforcé justement, qui ont radicalisé les populations palestiniennes, précisément dans la localité de Gaza, et donc renforcé les pouvoirs du Hamas. Et donc, fort de cette réalité-là, quand on veut aujourd'hui ramener le monde à vouloir justement justifier la barbarie que l'État d'Israël entretient aujourd'hui dans la localité de Gaza, c'est mal comprendre les événements dans le fond. Il faut dire que bien avant que le Hamas ne perpétue ses attaques contre l'État d'Israël, vous avez, à la suite de ces attaques-là, vous avez l'ancien ambassadeur d'Israël en France, à la personne d'Eli Bernabi, qui faisait savoir qu'au-delà de ce qui paraît être surprenant, il faut dire que c'est un scandale qui aurait pu être évité et qui était prévisible. Ça, c'est l'ancien ambassadeur Israël en France, Eli Bernabi. À la suite d'Eli Bernabi, vous avez un élu américain, la personne de Mark Hall, qui est le chef, qui était le chef de la commission étrangère, qui est un élu républicain. Mark Hall, dans une de ses sorties, a attesté comme quoi, 3 jours avant les attaques du samedi 7 octobre par le Hamas, Israël était au courant de ce qui devait se passer. Et donc, ça nous amène à nous poser la question, pourquoi Israël a laissé faire quand on sait que c'est un pays qui a misé sa politique sur le tout sécuritaire? Et donc, comment expliquer que à la suite d'une incursion des commandos du Hamas à l'intérieur d'Israël, même que la réponse de l'État d'Israël ne se fasse pratiquement 4-5 heures après, alors qu'on sait très bien que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, Israël est un État très avancé sur le plan international, dont l'expertise est reconnue à l'échelle mondiale. Alors, comment expliquer tous ces méfaits-là? Eh simplement parce qu'il faut le dire, nous savons très pertinemment qu'avant les attaques du samedi 7 octobre, le premier ministre israélien, qu'il faut le dire, est au cœur de cette politique ségrégationniste, de cette politique sioniste,
Benyamin Netanyahou, le leader du parti Likoud, qui est un parti d'extrême droite, était en très faible position au niveau des sondages. Aujourd'hui, il était accrédité d'à peine 15 à 20% d'intention de vote par le peuple israélien, n'était pas véritablement en bonne position pour continuer à présider à la destinée de ce pays-là. Et donc aujourd'hui, des analystes s'accordent sur le fait que celui-ci aurait laissé faire, parce que vous avez vu qu'à la suite de ces attentats-là, immédiatement, la déclaration de guerre a été proclamée par Benyamin Netanyahou, qui, à partir de ce moment, lui donne tout pouvoir et bien sûr empêche que les élections puissent être organisées, a permis justement à ce que celui-ci reste au pouvoir à travers l'organisation du cabinet de sécurité dont il est le patron pour justement préparer la riposte de l'État d'Israël contre la bande de Gaza. Donc aujourd'hui, quand on observe toutes ces dynamiques, on comprend très pertinemment qu'il y a eu tout un processus pour que nous arrivions à cette situation-là. Surtout que rappelons que cela arrive alors qu'Israël, même sur le plan international, n'a jamais respecté ses engagements vis-à-vis de la Palestine. Rappelons encore que nous avions quand même deux modérés autrefois, que ce soit du côté palestinien ou même encore du côté israélien. Le côté palestinien avec l'ancien président Yasser Arafat, et du côté israélien avec Isaac Rabin, qui en 93 s'étaient mis ensemble, ont su faire taire les rivaux et pour justement signer les accords d'Oslo qui permettaient justement aux Palestiniens, aux Israéliens de pouvoir vivre ensemble avec la création de deux États, un État israélien aux côtés d'un État palestinien, conformément aux frontières de 1947. Mais vous verrez que même cela n'a jamais été respecté par Israël, qui n'a fait que grappiller des territoires palestiniens pour que nous arrivions à cette situation explosive. Donc, il y a toute une construction, il y a toute une histoire derrière les attaques du samedi 7 octobre par le commando du Hamas. Mais vous verrez que aujourd'hui, la propagande occidentale voudrait faire taire cette réalité-là pour simplement nous présenter les attaques du 7 octobre comme étant la conséquence justement de ce génocide qui est en cours aujourd'hui du côté de la Palestine, précisément dans la bande de Gaza. Selon les statistiques des Nations Unies, Israël a largué à ce jour, nous sommes à pratiquement plus de 3 mois de guerre, près de 29 000 tonnes de bombes. C'est-à-dire que, pour comprendre l'équivalent, c'est l'équivalent du nombre de bombes que les États-Unis ont larguées en Irak, mais sauf que l'Irak, c'est tout un pays de plusieurs milliers de kilomètres carrés, contrairement à la Gaza, qui est un simple territoire d'à peine 400 km². Donc, vous voyez que en près de 3 mois de guerre, Israël a largué l'équivalent de toutes les guerres que les États-Unis ont larguées en Irak dans un petit espace d'à peine 400 km, 367 km pour être exact, où vivent 2,3 millions d'habitants. Clairement, c'est un génocide parce que n'importe quel analyste vous dira qu'à partir du moment où vous larguez les bombes dans un enclos où la densité par habitat est autant si élevée, vous ne pouvez que faire des dommages collatéraux. Et donc, Israël, fort de cette réalité-là, aujourd'hui est en train de perpétrer un génocide contre le peuple palestinien, précisément dans la bande de Gaza, que cela ne met personne, qu'il faut le rappeler également, est une violation du droit international, que ce soit la Convention de Vienne ou encore même sa version élargie de 1977 qui justement réglemente ce genre de crise. Israël n'a jamais respecté cela. Israël ne respecte pas le droit international, encore moins le droit international humanitaire, puisque vous verrez que aujourd'hui, non seulement on a demandé aux populations de quitter Gaza Nord pour aller au niveau de Gaza Sud, mais vous verrez que même à Gaza Sud, l'armée israélienne continue de bombarder. Je ne parlerai même pas du fait qu'elle empêche les convois humanitaires de pouvoir justement apporter du secours et de l'aide humanitaire aux populations de Gaza. Donc c'est un génocide qui est en cours de ce côté-là, qui visiblement semble ne pas intéresser ce qu'on pourrait qualifier de communauté internationale, parce qu'il faut dire très clairement que la plupart des États occidentaux ont pris fait et cause pour l'État d'Israël, au mépris même, malgré son mépris du droit international. Et à travers cette guerre, on voit très clairement comment Benyamin Netanyahou est en train véritablement de se maintenir au pouvoir du côté d'Israël. Mais on a bien envie de se poser la question, quelle est la politique d'Israël dans la bande de Gaza? Parce que si l'objectif c'est d'éradiquer le Hamas, tout analyste
sérieux vous dira que Israël ne saura ou alors ne pourra jamais éradiquer totalement le Hamas. C'est une fausseté. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Israël perd des hommes du côté de Gaza. L'armée israélienne essuie également des défaites du côté du Gaza. Leur seule force aujourd'hui se trouve dans le contrôle de l'espace aérien gazaoui où ils peuvent larguer des bombes sur des populations civiles, détruire des ambulances, bombarder des espaces onusiens, bombarder des camps onusiens. Ils sont allés même jusqu'à bombarder le centre culturel français. Ça dit que même justement un ensemble de bâtiments et d'édifices appartenant à leurs supposés alliés, ils ne se privent de les bombarder avec le lot de morts qui va avec. Donc aujourd'hui, je pense que la véritable question, c'est à se poser, c'est quels sont les objectifs à atteindre de l'État d'Israël. Et on comprend aujourd'hui, quand on observe la situation sur le terrain, parce que, comme je le disais tantôt, si l'objectif, c'est justement de faire taire ou alors d'éradiquer le Gaza, c'est mission impossible. La preuve, c'est que les rescapés de ceux qui vivent ce qu'Israël est en train de faire du côté du Gaza aujourd'hui vont se radicaliser forcément, même si ils arrivent à détruire totalement le Hamas, ce que moi j'en doute, parce qu'il faut dire très clairement que s'il est vrai que la branche armée du Hamas se trouve du côté de la Palestine, précisément dans l'enclave de Gaza, il faut tout aussi dire que la branche politique est très bien logée du côté du Qatar. Et donc, vous aurez détruit une branche armée, mais la branche politique continuera de fonctionner et à travers les soutiens, que ce soit au niveau de l'Iran et même du Qatar ou encore de l'Arabie Saoudite, elle va continuer à recruter pour justement mener cette guerre parce que pour elle, il s'agit d'une résistance contre un oppresseur. Il s'agit de libérer un territoire qui est le leur. Et donc, à partir de cet instant, on comprend très bien que les objectifs militaires que veulent atteindre Israël sont impensables, sont invraisemblables. Alors, pourquoi insister dans cette logique-là? La réponse est toute simple, c'est qu'en réalité, les objectifs de Tzahal, parce qu'il y a un document du Mossad, des renseignements secrets, les services de renseignement israéliens qui a fuité, qui démontre à suffit que l'objectif premier de Tzahal était, ou alors est de déporter la population depuis l'enclave de Gaza jusque dans la région du Sinaï, qui est une province au nord de l'Égypte. Et fort de cette réalité-là, le renseignement égyptien a vite fait, au début justement, depuis le début de cette crise, de fermer justement le point de passage qui lie l'Égypte avec la Palestine, précisément la bande de Gaza, le point de Rafah, parce qu'ils ont eu vent comme quoi l'objectif de Tzahal, de l'armée israélienne, était justement de déporter cette population de Gaza dans la province du Sinaï au nord de l'Égypte, ce que l'Égypte en réalité ne voudrait pas. Et donc aujourd'hui, derrière tout le ramassis ou alors le récit qui se fait à travers les médias mensonges, il faut comprendre que les origines de ce problème, de cette crise sont très lointaines. Et tant qu'on ne les aura pas analysées dans le fond, eh bien, il faut tout à fait dire que nous allons continuer à épiloguer comme c'est le cas un peu partout. Mais dans le fond, la réalité est là, elle est têtue, mais elle est là, c'est que la Palestine, les populations de Gaza sont victimes justement d'un génocide, sont victimes justement d'une violation de leurs droits les plus fondamentaux de la part de l'État d'Israël, il faut le dire, cette violation qui date depuis bien des années aujourd'hui, mais qui a toujours été auscultée par la communauté internationale parce que cela faisait le jeu de l'État d'Israël.